On a toujours cru que les pommiers, comme les poiriers, étaient nés en Occident. Depuis l'aube des temps, l'homme se serait emparé des espèces primitives sauvages qui peuplaient les grandes forêts d'Europe, les aurait hybridées et cultivées afin d'obtenir les variétés grosses et sucrées que nous connaissons. La découverte toute récente de l'origine de la pomme dans les forêts primaires du Tian Shan au Kazakhstan bouleverse ces certitudes et oblige à reconsidérer l'importance des patrimoines génétiques sauvages et cultivés à la base de notre alimentation. Là-bas, à la limite des neiges éternelles, poussent par des températures extrêmes des forêts de pommiers sauvages datant, selon les scientifiques, de plus de 40 millions d'années. Ces arbres, souvent monumentaux, âgés pour certains de plus de 300 ans, sont tous différents les uns des autres. Et leurs pommes offrent une diversité exceptionnelle de couleurs, de tailles, de parfums et de saveurs, aussi bien astringentes qu'acidulées, mais aussi sucrées, comme celle de la rose, de la groseille ou de la banane. Découverte à la fin du XVIIIe siècle, cette espèce a été nommée Malus sieversi et elle est à l'origine de toutes nos pommes cultivées. Au XXe siècle, c'est à l'académicien kazakh Emad Jangaliev que l'on doit d'avoir inventorié en forêt et étudié en laboratoire cette espèce sauvage. Il a sélectionné 200 parmi les arbres les plus remarquables du Tian Shan pour la qualité de leurs fruits et la résistance aux maladies. Ainsi greffé et préservé dans son jardin expérimental, ce patrimoine constitue le tout premier verger conservatoire des forêts originelles, initiative d'autant plus fondamentale que 70% des arbres en forêt a déjà disparu. Il faut remonter jusqu'à moins 20 000 ans avant notre ère pour que l'homme et les premiers nomades en Asie centrale ne se soient emparés à leur tour de ce fruit. Dès l'Antiquité, le grand mouvement migratoire vers l'ouest se fera par la route de la soie qui passait au travers du Tian Shan. Une grande diversité de pommes partira avec les caravanes, dont les pépins seront semés tout au long du voyage. Les Romains qui maîtrisaient la greffe implanteront les premiers pommiers cultivés au début de notre ère en Hispanie, en Gaule et en Europe du Nord. Ainsi hybridés par la main de l'homme, qui imposera ses propres sélections pendant près de 2 millénaires, cette espèce, désormais appelée Malus domestica, va déployer une nouvelle diversité, cette fois-ci cultivée. On a recensé plus de 8000 variétés qui ont construit paysages, mais aussi us et coutumes. Les poiriers, dont l'origine précise est encore méconnue, viendraient eux aussi d'un est lointain. Et l'on peut imaginer, de par le nombre de variétés anciennes recensées, qu'ils ont suivi le même type d'évolution. Mais la révolution agricole du XXe siècle va sceller le nouveau destin de la pomme et de la poire. Après la Seconde Guerre mondiale, se met en place une nouvelle arboriculture intensive sur la base d'une diversité réduite à très peu de variétés, évolution qui va transformer la relation des hommes au patrimoine traditionnel. Désormais, c'est la productivité et la rentabilité qui ont cours. Les vergers hautes tiges de Normandie-Maine, pommiers et poiriers centenaires à vocation cidricole, vont souffrir de cette mutation où nombre d'arbres et de haies bocagères vont être déracinés. Cette disparition progressive de la diversité génétique est-elle inéluctable ? En 1975, le parc naturel régional Normandie-Maine a été créé avec entre autres pour mission celle de préserver les patrimoines génétiques des pommiers et poiriers traditionnels du territoire. Donc en 1975, à la création du parc Normandie-Maine, il y a eu une véritable prise de conscience d'une richesse variétale sur le territoire, mais en même temps d'une fragilité. Des variétés disparaissaient au fur et à mesure que des fermes étaient reprises. Certaines variétés étaient devenues rares à l'échelon national, mais même à l'échelon local, puisqu'on n'est trouvé parfois que sur un canton, voire même une commune. Certaines fermes n'étaient plus que les derniers dépositaires d'une variété, ce qui fait que ce patrimoine unique était en train de disparaître.
Très vite, on a décidé d'aller sur le terrain à la rencontre des producteurs cidricoles qui étaient les meilleurs connaisseurs de ces variétés. Ils nous ont aidés à décrire les arbres, à décrire les caractéristiques de ces fruits. Et grâce à eux, on a pu dresser un inventaire le plus complet possible des variétés disponibles dans le Don-Fronté. Nous avons été aidés dans cette démarche par le Muséum national d'histoire naturelle qui nous a notamment fourni une grille d'enquête pour décrire au mieux ces variétés. Alors description qui va de l'arbre jusqu'au fruit lui-même. On a également pu donner une description du jus obtenu à partir des pommes et des poires, ce qui permet d'avoir un véritable inventaire de ces variétés. Finalement, ce sont plus de 200 variétés qui ont été recensées, ce qui est énorme, et ce qui prouve bien la richesse variétale de ces territoires. Ce sont principalement des variétés cidricoles, donc pommes à cidre et poires à poirer, et celles-ci sont vraiment la spécificité de notre région, puisque le poiré est unique en France, voire même en Europe. Nous avons, à la suite de cela, mis en place des vergers conservatoires sur ce site ici à Barenton, mais également à Carouge. Les deux constituent le cœur d'un réseau de vergers conservatoires sur le territoire du parc. Et les variétés locales sont conduites en haute tige, c'est-à-dire que ce sont des arbres de plein vent, des arbres assez hauts et même très hauts pour les poiriers. Ce sont des arbres qui peuvent atteindre une quinzaine de mètres et c'est ce qui fait vraiment la spécificité de la région, ces arbres majestueux qui couvrent l'ensemble du Don-Fronté et qui sont un paysage unique en Europe. L'intérêt de ces vergers conservatoires, c'est évidemment de conserver ces variétés locales anciennes, mais aussi de pouvoir les diffuser. Quiconque en fait la demande peut obtenir des greffons pour greffer chez lui des arbres et ainsi les reproduire. Un verger porté par un parc naturel régional, c'est d'assurer sa pérennité. Aujourd'hui, la plus grande menace qui pèse sur les arbres, sur les variétés, c'est de les voir disparaître faute de portage, faute de financement. Et une structure stable comme celle-ci permet de le garder sur de nombreuses années. On assisterait donc depuis quelques années à l'émergence d'une nouvelle conscience. Reste à savoir si une activité économique rentable autour de la production traditionnelle pourrait encore trouver sa place. Jérôme Forget s'est installé il y a 20 ans à la ferme de Lionnières à Torchamps. Depuis peu, il s'est associé avec Justine afin de développer sa production de poirées d'Onfront. Moi, je me suis installé en 1995 sur cette exploitation. J'ai hérité de 250 poiriers, de vieux poiriers, centenaires, bicentenaires, tricentenaires, qui m'ont permis de mettre en place ma production de poirées, de jus de poire et de calvados Don-Fronté. Ma mission maintenant, c'est justement de continuer à l'entretenir, donc à entretenir les vergers déjà existants et aussi d'en créer d'autres. Alors là, on est arrivé à 500 poiriers de plantés et l'idée, ce serait d'aller jusqu'aux 1000 arbres sur les 10 années qui vont suivre. En fait, c'est une joie de planter des arbres. Bon, quand on parle de paysan, c'est l'homme du pays. On a un côté aussi créateur, artistique. C'est quelque chose d'artistique à notre manière, quoi. C'est une question de savoir apprécier un paysage. Et quand on aime le milieu dans lequel on est, eh bien, on fait en sorte que ça soit beau. Alors, ce qui permet aussi de se lancer dans cette petite folie de plantation, c'est que le sol n'est quand même pas perdu puisque ça nourrit les animaux, comme faisaient les gens qui étaient là avant. Les animaux entretiennent le dessous des arbres, ça fait les tondeuses en fait. Une fois que les fruits sont à maturité, on enlève les animaux, on les met dans des parcelles où il n'y a plus d'arbres, et là on ramasse les fruits. C'est la notion de pré-verger. C'est une méthode de culture. Il y a des grands mots qui sortent quand on parle d'agroforesterie, mais bon, on a l'impression de redécouvrir ça alors que ça existe depuis des centaines d'années, quoi. Là, en fait, tout se fait tranquillement, quoi, comme faisaient les gens qui étaient là avant. Disons que cet arbre-là, le rouge vigné qui est derrière moi, pour arriver ici, il n'a pas eu besoin que ce soit insecticides, fongicides, enfin tout ce que vous voulez, parce que c'est une culture qui est entretenue par les animaux, par les oiseaux, par l'environnement qui est créé dans ce verger, qui est autonome.
L'homme a toujours l'impression d'être indispensable justement au développement des choses. À la ferme des Grimaud, Claude, Frédéric, Catherine et leur fils Simon, jeune ingénieur récemment installé, sont agriculteurs depuis 3 générations. L'exploitation fait une centaine d'hectares. Sur les 100 hectares, il y a 25 hectares de plantés, environ 15 hectares de poiriers, ce qui nous permet de fabriquer du poiré d'Onfront et du calvados d'Onfronté. Elles sont vraiment belles celles-là. Elles vont tous bien au niveau astringent, un peu acidulé. On est à 130 grammes de sucre par litre de jus, donc ça fait à peu près 100 grammes par kilo de poire. Et ça, c'est la variété qui a toujours été utilisée pour faire du poiré dans la région. Et en poiré d'Onfront, on produit en moyenne entre 40 et 50 000 bouteilles par an. Un jeune poirier comme ça d'une quinzaine d'années va produire environ 300 kg. Avec 1 kg de poire, on fait une bouteille de poiré. Alors cet arbre-là, c'est le plus vieux de la parcelle. En fait, c'est le père des autres, parce qu'en fait, on a pris les greffes dans celui-ci pour remettre sur les autres. Alors lui, il a sans doute plus de 200 ans, puisque mon papa qui est arrivé là en 39, il ne l'a jamais vu grossir. Vous imaginez le nombre de personnes qui a pu se mettre à genoux tous les ans pour ramasser les poires, pour faire du poiré sous cet arbre-là. C'est ça qui m'impressionne toujours. Quand je me mets à genoux, je me dis, il y en a d'autres avant moi qui ont fait la même chose depuis 200 ans, peut-être plus même. On cherche à être dans une agriculture sans apport d'engrais, ni aucun traitement phytosanitaire, puisque en haute tige, en fait, on a une densité de plantation très faible à l'hectare. On est plutôt à 80 arbres à l'hectare. Et donc les arbres sont très espacés les uns aux autres. On peut le voir déjà dans ce verger-là. Il y a beaucoup moins de risques de contamination par des champignons ou des bactéries. Et en plus, ce sont des variétés très résistantes. Donc sans engrais, sans phytosanitaire. Donc on est vraiment dans la dynamique de l'agriculture qu'on veut développer aujourd'hui par la production de vergers haute tige. On est très marginal dans ce système de production. Aujourd'hui, en France, je ne sais pas combien, il y a peut-être encore 5% d'agriculture qui a ce genre de façon de produire, quoi. En fait, on se la fait à l'ancienne, mais avec des méthodes modernes, parce que c'est peut-être un peu plus intense, il y a peut-être un peu plus d'arbres. On a replanté des jeunes, mais on est les préservateurs de ce qui se faisait anciennement, mais je pense aussi qu'on va être la génération qui va pouvoir retransmettre ces anciennes choses aux générations suivantes dont ils auront besoin. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le bon retour de médaille, c'est-à-dire que nos importateurs étrangers viennent nous voir pour cela. Ils sont émerveillés par le fait qu'on puisse produire avec des arbres sauvages finalement, même si elles ont une greffe d'une poire de qualité, c'est quand même un verger sauvage, c'est une production tellement sauvage qu'elle arrive à s'auto-immuniser toute seule, quoi. La présence de l'arbre paraissait être du retard par rapport à nos voisins qui arrachaient pour faire des productions de maïs, mais aujourd'hui on est en avance parce que le train revient. Sur l'exploitation, on produit environ 25 à 30 000 bouteilles de poirée, suivant les années. Ça représente pour la production de poire à poirée une 50aine de tonnes tous les ans. Notre activité principale reste encore l'activité laitière. Mais là, depuis 2 ans, je travaille avec Justine, qui est arrivée sur l'exploitation. Juju, une dégustation aussi, pour me seconder sur toute la partie commerciale. Il y a 200 ans, on pouvait boire exactement le même produit parce que ces arbres que l'on a vus produisent ces poires à poirée de plantes blancs. Et aujourd'hui, on boit ce que des gens ont travaillé il y a des centaines d'années. Et nous, notre mission, c'est vraiment de continuer à planter pour que les prochaines générations puissent aussi dire la même chose, quoi. Ce qui sensibilise aussi beaucoup les consommateurs, c'est la manière avec laquelle on a produit ce poiré. Il y a toute cette histoire du verger, toute cette manière de produire sans aucun ajout de produits chimiques. C'est une réelle prise de conscience que quand on boit ce produit, on sait qu'il n'y a que du naturel dans la bouteille, quoi. On arrive à le réaliser sur une méthode ancestrale, parce que justement on reproduit ce qu'ont réalisé nos grands-parents, ce que nous ont appris nos grands-parents. Ce qui est intéressant avec la production de poiré d'Onfront dans la région, c'est qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a une transformation de poire à la ferme, il y a une création d'embauche. Sur une région comme la nôtre, le poiré d'Onfront a permis d'embaucher une dizaine de personnes. On a analysé le fait que si il y avait beaucoup plus de poires transformées en poiré dans la région, on pourrait créer 50, 60 emplois sans problème, parce que la transformation de poire en poiré demande beaucoup de travail. Et ça, c'est quand même important, parce que c'est toute une dynamique dans une région. Alors que tout le reste de l'agriculture débauche.
Aujourd'hui, il ne faut plus qu'une personne pour exploiter 100 hectares. En poirier, c'est pas possible. En poirier, on estime qu'il faut à peu près un emploi tous les 3 hectares, quoi. Et ce qui est énorme. Quand on sait le nombre de poiriers qu'il existe, si tout était transformé en emploi... Je suis très fier de produire du poiré. Bon, c'est pas tous les jours facile parce qu'en termes de récolte, c'est vraiment des charges de travail assez lourdes. Mais on va réussir à maintenir notre verger traditionnel dans le Domfronté et de sauvegarder ces arbres qui sont malheureusement souvent maltraités et abattus de manière assez sauvage, on va dire. La replantation, le fait de replanter un arbre aussi, c'est de se dire on croit en l'avenir et on croit que demain il y a encore un avenir avec cette production-là. Parce que quand on plante un arbre, on ne le plante pas vraiment pour soi, mais on le plante vraiment pour les générations d'après. Même si en fin de carrière, on peut commencer à bénéficier des arbres qu'on a plantés. En fait, aujourd'hui, on a une vision sur plutôt 5-10 ans. Mais quand on plante un arbre, on a une vision sur 50, 100, voire 200, 300 ans. Donc c'est compliqué à expliquer et à se dire c'est ça l'avenir, quoi. Dans cette région, les poiriculteurs de Normandie-Maine, à l'image de Jérôme et Frédéric, sont aujourd'hui une quinzaine à produire et à commercialiser du poiré Domfront en appellation d'origine protégée et sont plus de 300 à produire pommes et poires valorisés en produits de qualité. Tout comme les vergers conservatoires du parc Normandie-Maine, c'est donc à la stricte protection des forêts originelles et à la volonté, responsabilité et vigilance des hommes dans les terroirs que repose désormais la perpétuation de ces patrimoines uniques, tant en diversité variétale qu'en saveur et en résistance aux maladies. Ils ont façonné la beauté et la santé des paysages et nourri pendant des siècles des générations entières.